Voilà, eh bien bonjour à tous. Je sais que l'après-midi est longue, mais allez, encore un peu de courage, je serai moins scientifique que mes prédécesseurs. Donc je vais vous parler de mon expérience en rapatriement. Je fais du rapatriement depuis une dizaine d'années pour une société d'ambulance ardennaise qui a 2 pôles d'activité, dont notamment le rapatriement. En fait, un séjour à l'étranger, vous me direz-vous, c'est le rêve, les vacances. Un accident, une maladie, c'est si vite arrivé et ça peut vite changer et devenir le cauchemar. Alors, préparez votre voyage et partir tranquille. Comment pouvez-vous faire? Tout d'abord, vous allez me dire, je vais assurer mon véhicule, l'annulation du vol, la perte de mes bagages, mais surtout, pensez à assurer votre santé. Comment allez-vous assurer votre santé? Eh bien, pensez d'abord tout simplement à votre mutuelle. Généralement, toutes les mutuelles proposent un produit mutualiste qui est non commercial, sans discrimination, et qui, si vous avez vos cotisations en ordre, vous donnera l'accès aux soins de santé à l'étranger, où que vous soyez, mais uniquement si c'est un séjour récréatif. Pour ce faire, vous devez demander à votre mutuelle votre carte européenne d'assurance maladie. Ça s'appelle la carte CEAM. Elle est nominative, en fait, elle reprend vos coordonnées personnelles ainsi que le numéro de la centrale d'alarme que vous pourrez appeler en cas de problème. Elle est valide 1 ou 2 ans, à savoir que la carte 6, qui n'est plus d'actualité en Belgique, le sera d'autant moins à l'étranger. En dehors de l'Union européenne, vous pouvez demander la World Cars Assistance, mais qui n'est pas nominative et qui reprendra juste le numéro de la centrale d'alarme au cas où vous en auriez besoin. Aussi, suivant le pays où vous allez aller en vacances, vous devez vous renseigner. Pourquoi? Parce que cette carte, elle va être valable pour les pays de l'Union européenne et quelques autres pays comme la Suisse, l'Islande, l'Australie. Mais il y a aussi toute une série de pays où fréquemment on peut aller en vacances et qui, eux, ont signé une convention avec la Belgique. C'est le cas du Maroc, de la Turquie, de la Tunisie, etc. Et pour ces pays, vous devez, au préalable, avant de partir, demander un formulaire spécifique à votre mutuelle. Ce formulaire va s'appeler par exemple le B-TUN 11 pour la Tunisie, le BM11 pour le Maroc. Voilà ce type de formulaire, donc qui est nominatif et qui reprend aussi quelques explications sur les soins de santé dans le pays où vous allez vous rendre. Il faut savoir que depuis 1990 en général, de nombreuses mutuelles se sont regroupées et gèrent ainsi la santé de leurs affiliés à l'étranger. Il n'était absolument pas possible que chaque mutualité organise le rapatriement et les soins de ses patients à l'étranger. On aura par exemple Mutas, qui s'appelait précédemment Eurocross, ou une autre centrale d'alarme, par exemple Medifone Assist, qui, elle, reprend par exemple les 7 mutualités libérales du pays. Ces centrales d'alarme sont bien sûr accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, où que vous soyez, si vous avez un problème de santé, de grâce, téléphonez. Que vont-ils vous fournir? Eh bien, des conseils pour vos frais d'aide médicale urgente, ils vont vous procurer l'encadrement nécessaire, le cas échéant, l'organisation de votre rapatriement, et en général, ils vont prendre en charge le patient et un membre de la famille. À savoir qu'il y a quand même quelques restrictions à cette couverture d'accès de santé à l'étranger. Par exemple, il n'y aura pas d'intervention pour tous les soins non urgents ou non prévisibles. Si vous allez faire de la chirurgie esthétique à Djerba, bien sûr qu'ils ne vont pas prendre en charge. La prise de risque ne sera pas acceptée. Si vous êtes malade, vous devez demander à votre mutuelle l'autorisation de partir en vacances. Par contre, vous pourrez parfois avoir de l'aide pour certains soins programmés, mais non dispensables en Belgique. Je suis allée plusieurs fois rechercher un enfant à l'hôpital Necker à Paris qui doit revenir après des interventions au niveau de la colonne vertébrale en décubitus dorsal dans une ambulance. Mutas a accepté de prendre en charge. Les sports dangereux tels la plongée ou d'autres sports dangereux ou rémunérés ne seront pas pris en charge non plus. Généralement, après 32 semaines de grossesse, la mutualité n'est plus d'accord d'intervenir.
Pour tout ce qui est des stages et des études de nos jeunes, eh bien, il faut se renseigner. Suivant les mutualités, suivant les pays, etc., il y aura des cas de figure différents. L'assurance va intervenir, de votre mutuelle va intervenir, mais pour un maximum de 3 mois. Bien sûr, évitez d'emblée les pays déconseillés par le ministère des Affaires étrangères. Il restera toutefois des exceptions. L'exception, c'est quoi? C'est la personne dialysée ou la personne oxygénodépendante qui va avoir besoin de soins pour pouvoir partir en vacances. En fait, les mutualités offrent 6 semaines de soins à l'étranger à leurs patients oxygénodépendants ou dialysés. En dehors de toutes ces conditions, eh bien, une dernière solution, ayez une assurance complémentaire. Je pense qu'il y a suffisamment de sociétés commerciales d'assurance qui peuvent vous proposer des assurances complémentaires. Pour ne pas les citer, Europe Assistance, Mondial Assistance, Touring Assistance, enfin, voilà, on n'a que le choix. Alors, qu'allez-vous donc faire en cas de problème? Comme je vous l'ai dit, d'emblée, vous allez téléphoner à la société d'assurance. Au bout du fil, 24 heures sur 24, vous aurez un médecin de garde de toute façon et un personnel polyglotte. Ils vont ouvrir un dossier, ils vont en tout cas vous donner tous les conseils suivant le cas, les procédures et parfois aussi les prestataires à éviter dans certains pays. Si vous devez faire des soins ambulants à l'étranger, vous devez d'emblée garder toutes vos facturations, les attestations de soins, vous devez ramener un maximum de documents avec des preuves de paiement pour pouvoir, le cas échéant, quand vous rentrez, vous allez dans votre mutuelle et vous serez remboursé comme si vous aviez eu des soins en Belgique. Si vous devez être hospitalisé à l'étranger, que vous avez votre carte CEAM ou votre papier de la compagnie d'assurance qui prend en charge vos soins à l'étranger, vous vous présentez à l'hôpital avec ces papiers, il n'y aura pas de souci. Ils vont ouvrir un dossier, ils vont prendre contact avec la société d'assurance et il n'y aura pas de problème. Il est même tout à fait déconseillé, si dans certains hôpitaux de pays, je dirais, financièrement un peu défavorisés, il ne faut pas aller loin, ne fût-ce qu'en Espagne en ce moment, ou en Grèce, eh bien, n'acceptez pas de payer à l'entrée de l'hôpital. En fait, vous téléphonez à la société d'assurance et ils vous conseilleront, mais ne payez pas d'emblée. Maintenant, s'il y a nécessité de rapatriement, eh bien, ils vont tout organiser et nous allons voir comment ça va se passer. Si malheureusement il y a décès, eh bien, ils rapatrieront le corps du patient. Et si vous êtes polyassuré, me direz-vous, parce que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, eh bien, c'est la première société ou centrale d'alarme que vous allez contacter qui va prendre le dossier en charge, mais ils vont collaborer. Si vous avez accès à d'autres assurances ou à d'autres soins, eh bien, il n'y a pas de souci, ils vont collaborer entre eux, ils ne sont pas concurrents. Et ce que l'un va pouvoir vous offrir, l'autre ne pourra peut-être pas. Et donc, c'est parfois pas inutile d'avoir une assurance en plus. Et si je dois être rapatrié? Voilà, entrons dans le vif du sujet. Qui va-t-on rapatrier d'abord? Eh bien, majoritairement des touristes de tout âge. Bien sûr que la population de nos aînés voyage de plus en plus, et donc nous aurons beaucoup d'aînés à rapatrier. Les travailleurs à l'étranger, parfois les seconds résidents. Il y a encore des Belges qui ont des secondes résidences Côte d'Azur, etc., et que nous devons rapatrier. Toutes les catégories d'âge, ça peut aller du bébé à la personne âgée. Ce sera soit un patient qui est hospitalisé, soit suite à une maladie, un accident, un traumatisme. En fait, finalement, toutes les maladies et tous les traumatismes que vous pouvez avoir ici en Belgique, vous pouvez aussi les avoir à l'étranger. Des pathologies simples, une jambe cassée, à quelqu'un qui a fait une hémorragie cérébrale et qui est intubé et ventilé. Soit le patient sera sorti de l'hôpital, c'est plus rare, et incapable de rentrer, ça peut arriver. Ou les pathologies vont aussi varier très fort en fonction des saisons. Vous pensez quand c'est la saison de sport d'hiver, les jambes cassées, les lumbago, on va en rechercher quelques-uns. D'où va-t-on rapatrier? Eh bien, de toutes les destinations de voyage et de vacances, de partout dans le monde. Ça peut être de l'Alsace à Honolulu, à Montréal, en Inde, de partout. À partir d'où? Le plus souvent à partir d'un hôpital, exceptionnellement à partir d'un hôtel ou d'une résidence. Comme je vous dis, des lieux de vacances les plus fréquentés et au plus loin et plus insolites, avec soit un retour à l'hôpital et aussi de temps en temps un retour à domicile. Un rapatriement qui va s'effectuer soit en une journée, si c'est pas loin, je vous dis si c'est quelqu'un qui est en Alsace dans un hôpital, ben on peut faire ça l'aller-retour en un jour.
Le plus souvent, c'est en 2 jours. On descend, par exemple, dans le sud de la France un jour, on remonte le lendemain. Parfois, ça peut durer 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça dépend un peu si on doit prendre l'avion et faire une escorte en avion. De temps en temps, nous avons des rapatriements privés, donc qui sont complètement pris en charge par le patient ou par la famille, parce que, voilà, il y a eu des problèmes d'assurance, il y a eu d'autres soucis, ou parfois, ce qu'on fait aussi, c'est conduire quelqu'un à l'étranger, par exemple, quelqu'un qui est en fin de vie et qui veut repartir dans une seconde résidence au soleil, etc. Ça nous arrive. Quel va être le rôle de la compagnie d'assurance dans l'organisation d'un rapatriement? Eh bien, la compagnie d'assurance, quelle qu'elle soit, va gérer en tout cas les contacts entre le patient ou sa famille, le médecin régulateur de la centrale d'alarme ou de la société d'assurance et le médecin en charge du patient. Ils vont avoir des contacts réguliers et l'un et l'autre vont suivre l'évolution du dossier médical. Il faut savoir que ces sociétés travaillent avec des partenaires dans différents pays. Europe Assistance a des partenaires dans toute l'Europe. S'ils ont besoin d'une ambulance en Turquie, ils ne vont pas commencer à chercher dans l'annuaire turc après l'ambulance. Ils vont demander à leurs partenaires sur place, ce qui facilite la tâche. Au niveau des mutuelles, il y a IAG, qui est International Assistance Group, qui fait un peu la même chose, donc qui regroupe toutes les mutuelles au niveau mondial. Ils vont vous donner des conseils judicieux de prise en charge, vous rassurer, avoir des contacts fréquents. Par exemple, si un patient est hospitalisé et qu'il y a de la famille, eh bien, ils vont se trouver un hôtel à côté de l'hôpital pour que la dame ou le partenaire soit pas trop loin. Quand la décision de rapatriement est prise, en fait, ils contactent leur partenaire. En fait, en général, ils ne font pas eux-mêmes le rapatriement, excepté les sociétés qui ont des infirmiers et des médecins dans leur pool et qui, eux, vont faire des escortes médicales, par exemple, au départ d'Europe Assistance. Ils ont donc des collaborateurs avec lesquels ils vont travailler. Quels vont être les objectifs du rapatriement? Eh bien, le retour du patient sans aucune prise de risque. Vous pensez bien que les sociétés d'assurance ou les mutuelles ne vont pas prendre de risque pour leurs patients. Ce qui fait que finalement, vous pourriez être un patient sortant de l'hôpital en Belgique, mais puisque vous êtes à l'étranger, vous n'allez pas pouvoir sortir et être rapatrié comme ça. Il faut quand même un minimum de précaution. L'accompagnement devra être adéquat et on va l'ajuster. Soit, c'est vraiment une pathologie bénigne, vous pourrez avoir 2 ambulanciers. Sinon, vous aurez un infirmier qualifié ou un médecin. Alors, le but, c'est bien sûr d'assurer la continuité des soins, tout comme à l'hôpital. Vous prenez votre patient, vous devez continuer de le soigner pendant toute la journée. Si vous faites un retour qui dure 10 ou 12 heures, eh bien, vous allez continuer les soins comme à l'hôpital. Vous veillerez bien sûr au confort du patient et à sa sécurité, d'où l'importance des contacts médicaux et d'un dossier médical vraiment dont vous devrez prendre connaissance et avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir aller rechercher votre patient. Si vous devez aller rechercher quelqu'un qui a un pneumothorax et c'est sous aspiration, vous avez intérêt à prendre une 2e aspiration dans votre ambulance. On ne sait jamais si la première tombe en panne. Il y va bien sûr de la responsabilité de la personne qui va prendre en charge le patient. Vous devrez, avec votre patient, que ce soit en avion ou en ambulance, être en constante autonomie au niveau des soins et du traitement. Voilà, vous devez partir, vous devez avoir tout ce qu'il faut. Vous n'aurez pas une réserve ou un hôpital ou quoi que ce soit pour aller chercher du matériel si vous avez un souci. Donc, vous allez faire une prise en charge globale. Ça va être les soins d'hygiène, ça va être les repas, ça va être le traitement, ça va être le monitorage. Vous devez tout prendre en charge. Il faudra donc faire preuve de professionnalisme. Vous adaptez aussi, parce que vous allez chercher des patients dans des pays où les pratiques médicales et la culture médicale n'est pas tout à fait pareille que chez nous. Et donc, il faut vraiment replacer l'action dans son contexte, comme je l'ai noté, et être prêt à faire face à l'inattendu. Quel type de transport va-t-on utiliser? En fonction de la distance, en fonction de la pathologie, on va choisir le vecteur de transport. Ça peut être un taxi simple. Quelqu'un a le coude cassé, il ne peut plus conduire sa voiture, un taxi va aller le rechercher. Ça peut être une ambulance avec 2 ambulanciers, ou sinon le transport peut être paramédicalisé, médicalisé, voire en avion de ligne ou en avion sanitaire. Chacun va avoir ses avantages et ses inconvénients. Il faut savoir que la moitié des rapatriements vont se faire par voie terrestre et l'autre moitié par voie aérienne. Commençons par l'ambulance, le plus simple, le plus facile, le moins onéreux.
La logistique est relativement simple, c'est sécurisant. Vous avez un problème avec votre patient dans l'ambulance sur le retour, vous pourrez toujours vous arrêter dans un hôpital et aller dans un service d'urgence pour avoir de l'aide. Bien sûr qu'il y a une limite au niveau des distances. L'avion, voilà, il y a l'avion de ligne qui restera le premier choix pour les longues distances. Il est rapide, mais il a un certain coût. Il y a des pathologies, comme on vous l'a expliqué ce matin, qui seront exclues de toute façon, et il faut un minimum de place. Nous verrons ça plus tard. L'organisation, bien sûr, est plus difficile. Il y aura des formalités à faire au niveau de l'aéroport. Vous devrez par exemple donner la liste de votre matériel utilisé dans la valise médicale. Il vous faut avoir l'accord médical du médecin de la compagnie ainsi que du commandant de bord, bien sûr. Comme on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a une réglementation aérienne qu'il faudra respecter. Bien sûr que ce n'est pas vous qui allez changer l'horaire de l'avion, donc vous allez aussi devoir vous soumettre aux horaires des lignes d'avion. Les escales, il y a des retours qui se font avec des escales et une limitation aussi en oxygène et au niveau électrique. Si vous avez des appareils électriques, bien sûr que l'avion ne pourra pas être aussi autonome que l'ambulance. Le respect des autres passagers, il est évident que quand on voyage avec un patient sur civière dans un avion, on ne passe pas vraiment inaperçu et nous n'oublierons pas non plus la contagiosité. Venons-en à l'avion sanitaire. Bien sûr que pour l'avion sanitaire, les distances vont être limitées par la capacité du fuel et donc parfois ils doivent se poser pour refaire le plein de carburant. Un avion sanitaire, d'abord il faut qu'il soit disponible, il y a plusieurs compagnies qui font ça, Rega, Tirolair, etc. Et cela a un coût certain. Un petit avantage, c'est la flexibilité au niveau des horaires, mais il faudra aussi demander des autorisations aéroportuaires. Vous serez tributaire de la météo et de toute une organisation autour de cela. L'avantage, c'est que vous allez avoir une équipe médicale qualifiée qui va être habituée à gérer un patient dans un avion et qui va bien connaître en tout cas des gaz et des fluides. Ils ont un matériel de soins adapté avec une logistique bien sûr tout à fait performante et du monitorage. Dans un avion sanitaire, la contagiosité sera bien plus facile à contrôler, mais bon, l'espace est limité, on ne peut pas prendre 20 patients dans un avion sanitaire. Et le principe restera que l'avion sanitaire ne sera utilisé que s'il y a une vie à sauver ou éventuellement une famille entière à rapatrier. Il faut savoir qu'un avion sanitaire, parfois, va prendre plusieurs patients, va se poser, prendre un patient, déposer un patient, déposer un patient. Il y a parfois, s'il y a plusieurs personnes à rapatrier, une organisation aussi à ce niveau-là. Alors, le rapatriement en ambulance, secrétariat. Donc, on a un secrétariat qui est disponible 24 heures sur 24 et qui a un personnel, bien sûr, polyglotte, avec un service informatique et une téléphonie assez importante. Nos ambulanciers sont capables de rouler des longues distances et de gérer un routing ainsi que de s'adapter aux conditions climatiques. Quand vous devez aller dans les stations de sport d'hiver en plein hiver, ce n'est pas toujours évident. Les infirmiers seront autonomes et capables de faire face à toutes les situations. Et les médecins, souvent, sont spécialisés en médecine aiguë. Voilà. Dans l'équipe, chacun a son rôle. Dans l'équipe, chacun a son rôle et tout le monde est complémentaire. Au niveau de la logistique, nous utilisons régulièrement, en fait, c'est simplement un véhicule Viano qui est emménagé très confortable, avec des brancards et des sièges confortables. On ajoute même sur les brancards un matelas style matelas scout autogonflant, comme ça c'est un peu moins dur, comme ça c'est un peu moins dur pour les patients. En fait, on va privilégier ce type de véhicule. Maintenant, on a toute une flotte de véhicules différentes, des possibilités différentes. Chaque véhicule, bien sûr, va être équipé de l'indispensable GPS, mais n'oublions quand même pas les cartes routières, de chaînes quand c'est l'hiver, voilà. Et en fonction de la pathologie du patient, on va choisir ce véhicule. On peut ramener, c'est exceptionnel, mais on l'a fait déjà plusieurs fois, un bébé dans un incubateur, tout comme on peut ramener, je vous dis, un intubé ventilé, c'est pas dans un petit Viano qu'on va rapatrier ce genre de personnes. Chaque ambulance est équipée, en tout cas, avec un matériel de soins et d'hygiène. C'est vrai que dans une ambulance, il faut une panne urinale, des lingettes, des langes, etc. Et il faut pouvoir faire face à une journée de soins, des médicaments,
pour avoir une autonomie de 24 heures. Et puis tout le matériel qu'on doit trouver dans une ambulance, du monitorage, perfusion, etc. L'autonomie en oxygène, parfois, pourra être très importante. Si vous ramenez quelqu'un sous respirateur et que vous devez faire 12 heures de route avec, vous pouvez embarquer vos bonbonnes d'oxygène. Et en fonction des pathologies, eh bien, on va ajouter de l'autre matériel. Si vous prenez un enfant, on a une valise pédiatrique. Et voilà, les cas particuliers, on ajoutera, le cas échéant, le matériel. Alors, comment est-ce que ça se passe au départ? C'est le secrétariat qui reçoit l'appel. Je vous dis qu'il était disponible. Donc, toutes les sociétés d'assurance avec lesquelles on travaille nous téléphonent et nous demandent de faire un rapatriement. Ça peut être la veille, ça peut être le matin pour repartir encore dans la journée. Généralement, les délais sont assez brefs. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme renseignement? La destination, où on doit aller chercher le patient, ce qu'il a, et voilà, sa pathologie. Et c'est à peu près, dans un premier temps, ce qu'on a comme renseignement. On a un tableau de garde, on regarde qui est disponible et qui peut faire ce rapatriement, et donc on donne la réponse. Si OK. S'il manque un peu, hop, on fait appel à l'équipe, comme on dit, et voilà, on trouve les personnes nécessaires et on donne l'accord pour faire le rapatriement. Voilà, on envoie un devis, etc. Je vais vous expliquer sur base de cas les différents types de rapatriement. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà, cet été, on me demande un jour de partir. Voilà, OK, je dois aller chercher un patient qui est hospitalisé et qui doit rentrer dans un hôpital namurois. Ce que je sais, c'est que le patient a 84 ans, qu'il a été hospitalisé pour un AVC et qu'il avait également des précordialgies. Voilà, donc j'ai tout un dossier, je me rends là-bas, et j'ai tout un dossier administratif qui est prêt, préparé par le secrétariat, avec un bordereau de mission, fait par la société, une demande de la société d'assurance, un routing, mais enfin la route du soleil, on la connaît par cœur. Et en fonction de... je vais préparer mon ambulance. Donc je lis bien ce dossier médical. En fait, le dossier médical qui est fait, il est en néerlandais parce que la société est flamande. Et on voit que de jour en jour, en fait, il y a eu des contacts. Et c'est le résumé des contacts médicaux qu'il y a eu entre les médecins de la société et le médecin traitant le patient à l'hôpital. Mais voilà, on part, son dossier, on roule comme quand on part en vacances, en fait. Mais on n'est pas vraiment en vacances, mais voilà. On arrive à Fréjus, on va à l'hôpital Bonnet, et là, on va visiter le patient. D'emblée, on essaye d'aller visiter le patient. Sauf si, bien sûr, on arrive à minuit ou 1h du matin, exceptionnellement, mais alors on va prendre un contact téléphonique avec le patient ou, le mieux encore, avec les infirmiers ou le médecin qui soigne le patient. Voilà, on va voir ce patient qui n'est pas trop mal. Il nous explique les circonstances de sa pathologie. Il était en vacances avec madame, ils étaient partis en vacances en car. Et à l'hôtel, il a fait un malaise. Il était inconscient dans son lit, donc la dame a appelé. Il s'est réveillé pendant le transport vers l'hôpital avec une précordialgie. En fait, finalement, ce patient a fait un AVC cérébelleux. Il a augmenté sa troponine, qui s'est maintenant régularisée, et il a bien récupéré. Il est bien. La seule chose, c'est que madame, elle a repris le car, elle est repartie avec ses copines, elle a laissé monsieur là tout seul. Voilà, je vais voir les infirmiers et consulter le dossier, parce que ça, c'est très important. Donc, je vais voir un peu l'évolution du patient, ses paramètres, son traitement, et voir un peu préparer, en tout cas, tout ce qu'il faut pour le lendemain. Le seul bémol, c'est que le dossier, on est dimanche soir, le dossier médical n'a pas été dicté, et donc pas de dossier médical. Les secrétaires arriveront demain à 8h30, mais oui, mais ils vont d'abord raconter le week-end, et puis le médecin va dicter. Bon, donc ça va pas aller, ça. On va pas attendre le dossier à 11h du matin, donc on va s'organiser pour qu'on faxe ce dossier pendant le chemin de retour. Voilà. Après ça, un peu de plaisir. On va manger un petit bout, on va à l'hôtel, on passe une bonne nuit, et puis voilà. Demain matin, de nouveau au chevet du patient, à 8h. Alors que les patients sont, quand on arrive comme ça à les voir à l'étranger, c'est comme si on arrivait comme des sauveurs, parce que d'abord on est belges, ils ne s'attendent pas à ce que ce soit des Belges qui les rapatrient, et puis voilà, ils ont vécu des choses difficiles, donc voilà, enfin ils vont pouvoir rentrer. Voilà, on prend le patient en charge, je prends le traitement qu'ils font pour la journée, ses paramètres sont bien, tout va bien, il est content, il salue son compagnon de chambre et on repart. On l'installe confortablement dans l'ambulance et puis
Moi, pendant le chemin du retour, je vais simplement gérer son traitement, prendre ses paramètres, lui donner ses médicaments. Voilà, mais c'est pas un patient très très lourd. Pour moi, il va beaucoup mieux. Donc, voilà. À savoir que, bien sûr, c'est comme à l'hôpital, on a une fiche de soins et on travaille sur des actes confiés. J'ai personnellement un dossier administratif à faire aussi, parce qu'on doit collecter les tickets de péage, les carburants, etc., pour que le secrétariat, à notre tour, puisse facturer tout ça à la société d'assurance. On fait quelques arrêts pour les soins d'hygiène, pour les traitements, pour manger, puis on prend contact l'une ou l'autre fois avec la famille pour les rassurer, parce que c'est quand même inquiétant de savoir que voilà, quelqu'un rentre comme ça, avec on ne sait pas qui, pas trop comment. Et ainsi qu'avec l'hôpital où on va déposer le patient, parce que voilà, la société d'assurance a pris contact avec cet hôpital, mais parfois les informations se perdent. Donc il est toujours judicieux d'appeler avant d'arriver. On arrive à Namur. J'avais déjà pris mes renseignements avant d'arriver, le dossier n'avait pas été faxé. Les secrétaires n'étant plus là, plus de possibilités, donc ce sera pour demain matin. Je donne mon rapport, je fais un rapport oral et puis je donne tout ce que j'ai comme document, le rapport de la société d'assurance, etc. Mais voilà, je n'ai pas d'autres renseignements à leur fournir. Mais enfin, le patient va bien, heureusement. Voilà, je prends congé du patient, je retourne à la base, remise en ordre de mon ambulance, je termine mon dossier administratif et puis je clôture la mission en téléphonant à la société d'assurance que leur patient est bien rentré. Voilà. Mais si le patient... Eh bien oui, ça arrive. Soit il peut se dégrader en chemin et puis vous n'avez une seule solution, vous prenez contact avec le médecin qui a soit soigné le patient à l'hôpital, soit avec le médecin de la société d'assurance, ou soit avec un médecin de la société chez nous, et puis vous demandez des conseils. Soit... comme ça m'est arrivé, par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis allée chercher une dame à Béziers. C'est une insuffisance rénale, ça je sais. Elle a été greffée il y a 10 ans, oui. Et puis, elle a fait une varicelle. Elle est hospitalisée pour une varicelle, mais ça fait 3 semaines qu'elle est à l'hôpital. En fait, je vais la voir en arrivant à Béziers. Le dimanche, je vois déjà que les infirmières font une drôle de tête. Je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Elle me dit, écoutez, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Ben non, je vais la voir, elle ne s'est pas alignée 3 mots, quoi. Elle est dyspnéique, pas possible. Et alors, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a 7 points de pH. Ah bon, d'accord. Et moi, je dois la reprendre demain. Je me sens pas trop bien, là. Donc je vais voir la patiente, je dis écoutez, on va un peu voir ce qu'il y a de mieux. Et finalement, le lendemain matin, je viens vers 9h parce qu'il fallait attendre des résultats de labo avant de la reprendre en charge. Je vais voir le médecin, je dis écoutez, non, moi je suis pas d'accord, je prends pas en charge cette patiente. Je suis infirmière, je suis pas médecin. Si je dois m'arrêter en chemin, on n'aura rien gagné. Vous la connaissez, elle est pas bien, quoi. En plus, elle avait un épanchement pleural, elle était limite dialyse, voilà. Donc tout ça m'a demandé beaucoup d'énergie, gérer les contacts entre le médecin de la société d'assurance en disant écoutez, moi je ne suis pas d'accord, je ne la prends pas, avec le médecin de l'hôpital. Et finalement, décision est prise de postposer le rapatriement au lendemain matin, si tout va bien, et de faire descendre un médecin de la société chez nous qui va m'accompagner pour le retour. À savoir que je retourne voir la patiente fin d'après-midi, encore moins bien, on est en train de faire une ponction pleurale et à 17h30, elle sera aux soins intensifs. C'est là que je me dis, j'ai bien fait de ne pas la reprendre et de dire à notre médecin, écoute, rentre, ne viens pas, de toute façon, elle ne va pas remonter maintenant. Donc je suis remontée bredouille sans ma patiente. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment être prudent et pouvoir prévoir l'imprévisible. Voilà, si vous êtes inquiet, voilà, comme je vous ai dit, vous en référez à un autre médecin et puis voilà. Il est vrai que c'est rare, mais ce n'est pas facile de dire à des gens qui attendent désespérément depuis 3 semaines que vous allez les reprendre en charge et puis les rapatrier et puis que voilà, vous le faites pas. Rassurez-vous, cette patiente a été rapatriée une bonne semaine plus tard et ça s'est bien passé. Et quand tout devient compliqué, eh bien oui, voilà, je vous ai présenté d'abord un rapatriement simple et comme je vous dis, il faut pouvoir faire face à l'inattendu. Au mois d'août, on me demande d'aller à Pecce. Vous connaissez? Moi, je ne connaissais pas non plus, rassurez-vous. En fait, c'est un rapatriement, il faut partir 4 jours. Bah oui, au Kosovo. Bah oui, 4000 km. C'est faisable. Si on fait 2 rapatriements à la queue leu, ça fait 4000 km. C'est excellent, on y va. L'histoire, c'est quoi? C'est un patient qui vit en Belgique, qui est d'origine kosovare et qui a eu un gros accident de voiture avec plusieurs ostéosynthèses. Il a fait une pneumonie et ce patient a la phobie de l'avion. Sinon, on ne va pas rechercher un patient
rechercher un patient au Kosovo. Hein. Voilà. Ben voilà, ça devrait bien se passer. Quand on fait un rapatriement, on compte qu'on roule à 100 km/h, donc voilà, ça fait 40 heures de route, ça va aller sur 4 jours. On devra aller à l'hôtel avec le patient, ça. Sauf que déjà, on va partir tardivement, le temps qu'on ait pu récolter tous les renseignements au niveau de la société d'assurance, les conditions de météo, c'est le mois d'août, mais c'est bof. La vitesse qu'on espérait être à 100 km/h, c'est plus du tout ça, vous allez voir pourquoi. Nous allons sortir de l'Union européenne, on peut oublier le GPS. Enfin, après 2 jours de route, on va enfin arriver dans la nuit à Peć. On aura déjà passé pas mal de frontières. Hein. Je vous passe les détails. On aura roulé sur ce type de route. 50 à l'heure, c'est déjà beaucoup. 50 à l'heure, c'est déjà beaucoup. Puis, il y a des belles autoroutes, mais de temps en temps, il y a qui traversent avec leurs vaches. Donc, il faut être vigilant. Au retour, vous allez voir pourquoi j'ai dû prendre cette route. Voilà. Le matin, on va chez le patient. À savoir que le patient, il n'est plus à l'hôpital. Il a signé des décharge. Il est parti de cet hôpital au Kosovo parce que les conditions d'hygiène n'étaient pas top. Et donc, il est soigné à domicile, le voilà, avec la visite de l'infirmière 4 fois par jour et le médecin 2 fois par jour, perfusion intraveineuse d'antibiotiques jusque la veille de mon arrivée. Il est très, très algique. Il est là, il n'a pas bougé. Et voilà. Dossier médical, un petit papier, le patient ne sait rien traduire et moi non plus. Ah, je prends un chat dans un sac, là. Donc, la prise en charge va être très longue. Pourquoi? Parce que je vais défaire tous ces pansements, regarder tout ce qui se passe, voir si c'est propre, refaire tous ces pansements, prendre ses paramètres, voir son traitement. Il me faut suffisamment d'antalgique, parce qu'il est quand même, je vous dis, fort algique. Et voilà, ça va durer longtemps. Très bien, la pharmacie, je demande tout ce que je veux. La famille va à la pharmacie du coin me chercher au fur et à mesure tout ce que j'ai besoin comme matériel ou comme médicament. On va emmener le patient hors de la maison, ça n'a pas déjà été très facile. Sur le départ, oh ben voilà. On va remonter par Pristina. Dis-tu ? Oui, ça va. Voilà. Et donc au retour, en fait, on nous empêche, ça 7 minutes, on nous empêche de passer la frontière du Kosovo. Ils ne veulent pas que le patient passe la frontière parce qu'il a une carte de séjour et pas une carte d'identité. Et donc nous voilà obligés de faire demi-tour. Un agent de l'ONU intervient, mais non pas moyen. Donc, retour vers la côte adriatique, ce qui fait que finalement, au bout du compte, l'hôtel qu'on avait réservé, on l'oublie, on aura pris le shuttle, enfin, je ne vous passe pas les détails, mais on aura passé 15 frontières avec le temps que ça a pris, 4370 km, et le patient sera resté 36 heures sur la Sévière. Voilà. En quoi un rapatriement pour lequel on avait confiance peut parfois vite prendre des proportions. Donc, le rapatriement ne vend pas que du rêve, je dirais. Il y a des différences culturelles et médicales, les aléas des décalages horaires, les longues distances. Voilà, ça c'est un hôpital roumain. Voilà, il faut beaucoup de souplesse. Voilà, parler d'autres langues, c'est pas toujours facile. En avion maintenant, il y aura 2 types de transport en avion, soit sur une chaise roulante ou soit le patient sur civière. Un rapatriement... Un rapatriement, par exemple, en Égypte, je vais vous montrer le patient. À savoir que quand on prend l'avion, il faut avoir une autorisation de la compagnie et passer les services de sécurité, etc. Bon, voilà, je vais à l'hôtel, je passe, hop, voilà, ça c'est mon patient. Je vais vous montrer comment ce patient qui est à l'hôpital de Luxor et qui avait été très bien soigné pour une pneumonie, comment s'est passé aussi ce rapatriement. En fait... Voilà, je vais le voir, j'arrive à Luxor, je vais le voir le lendemain, on doit partir à 4 heures du matin pour l'aéroport, l'ambulance arrive, on prend le patient, voilà. La seule chose, c'est que le médecin de l'hôpital vient avec nous et puis nous dit, ben voilà, le temps passe, le soleil se lève sur l'aéroport de Luxor et puis voilà, je vois à 6h30, à l'heure de décollage, le médecin qui revient avec la valise du patient. En fait, le médecin de l'aéroport n'a pas voulu qu'on décolle. Et donc, on devra rester un jour sur place en plus, et je devrai revenir seulement le lendemain. Les conditions restent les mêmes. Le patient revient sur une chaise et pas sur une civière. Et voilà, il a fallu postposer le rapatriement d'un jour. J'ai fini. Voilà. Voilà, attendez, je vais avancer. Voilà. Je vais vous montrer un rapatriement sur civière, parce que ça, c'est intéressant de voir comment on gère une civière dans un avion. Voilà, une patiente que j'ai prise dans un hôpital à Os qui avait une grosse hernie discale. Et voilà, quand on est arrivé à l'aéroport, comment on fait? On fait toutes les formalités administratives et passe à la police des frontières, etc. Et on arrive sur le tarmac.
Alors, quand on arrive sur le tarmac, donc il y a un camion lift qui est là, qui nous attend derrière le poste de sécurité, et voilà ce camion dans lequel on embarquera la patiente. Donc, on va d'abord suivre le camion jusque sous la queue de l'avion. L'ambulance est là. On va mettre le patient dans ce camion. La voilà. Et puis, on va la mettre dans l'avion. Voilà une civière dans un avion, comment c'est. Voilà. Vous voyez tout de suite qu'il faut 9 places pour mettre un patient avec ce système de civière, à savoir qu'on ne sait pas rentrer la civière de l'ambulance, donc vous pouvez le porter à bout de bras sur votre scoop. Voilà, le système de fixation de la civière dans l'avion de ligne. En avion sanitaire, ben c'est très très simple. En fait, finalement, on va accueillir les gens sur le tarmac, dans les petits aéroports comme Charleroi, Bierzet, etc. Un transfert de civière, un rapport médical, et voilà, ça se résume à ça, puisque nous ne travaillons pas dans les avions sanitaires. Voilà, l'accueil de plusieurs patients, le débarquement du patient. Voilà, l'intérieur d'un avion sanitaire avec un enfant qui est coquillé. Voilà, c'est une famille turque ici qui est rentrée sur l'aéroport de Charleroi et que nous avons dispatché dans différents hôpitaux. Mais voilà, malade à l'étranger, que d'anxiété, tout devient vite démesuré, l'attente, le stress, mais voilà, soyez rassurés, il y a quand même des équipes médicales qui sont là pour vous raccompagner. Mais surtout, partez couverts et évitez que votre dernière photo de vacances ne soit celle-là. Où que vous soyez, une équipe ira vous rechercher. Merci pour votre attention.